Ici, CKIA-FM. Voici le signal horaire officiel de l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. Au début du trait prolongé, il sera exactement l'heure juste. L'heure juste, avec Samuel Labrec et Louise Petitgrou. Alors, bienvenue à l'heure juste, l'émission de la REC sur les ondes de CKIA-FM avec moi-même, Samuel Labrec, et ma collègue Louise Petitgrou. Louise, ça va bien? Oui, bonjour Samuel, ça va bien toi aussi? Oui, merci beaucoup. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Pas des soupers de Noël. Non, surtout pas, parce qu'on n'en a plus de toute façon, puis on fait ça virtuel. Non, mais on a une émission quand même assez spéciale aujourd'hui. On a une bonne discussion avec Bruno Marchand, qui est directeur général, PDG de Centraide Québec-Chaudière-Appalaches. Ils ont publié un livre en octobre dernier, Du plomb dans les ailes. Et on va parler vraiment de ce livre-là et des inégalités sociales au Québec, surtout relativement aux aînés. Donc, très bonne discussion qu'on a eue avec M. Marchand, que j'ai bien hâte que vous écoutiez. Surtout qu'en décembre, on parle beaucoup de pauvreté dans les médias, hein, des inégalités de la pauvreté. Fait que c'est un sujet vraiment de l'heure. En plus, il y a eu le rapport dernièrement sur les inégalités sociales de l'Observatoire qui est spécifiquement sur la situation des aînés. Donc, ça tombe vraiment à point. Puis ensuite, des fois, il y a certaines inégalités par rapport aux droits et à la justice. Et donc, la REC offre un nouveau service de conseil juridique et d'accompagnement avec Novum. Donc, c'est un service qui est offert gratuitement aux membres à partir du 10 décembre prochain. Donc, c'est vraiment une fierté pour la REC d'offrir ce service-là. On va en parler avec Dominique Provost, qui est directeur général de la REC, qui va nous parler un peu d'où ça vient ce projet-là et en quoi ça s'ajoute au service de la REC aux membres. Super, on va écouter ça. Donc, bonne écoute. Bonne écoute. L'heure juste vous est présentée par l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. On est toujours en ondes de l'heure juste, l'émission de l'AREC sur les ondes de CKIA-FM. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Bruno Marchand, qui est PDG de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. C'est vraiment un privilège de vous avoir avec nous, M. Marchand, parce que je vous ai vu évoluer dans Centraide depuis quelques années. Puis j'aime beaucoup votre parcours. Et là, vous arrivez aujourd'hui avec un livre que je trouve très intéressant qui est sorti en octobre dernier. Tout d'abord, je voudrais vous demander, M. Marchand, vous allez bien? Oui, je ne sais pas si c'est un privilège tant que ça. Je vous trouve très gentil, là, mais je suis content d'être là. On a la chance de vivre dans une communauté préoccupée, je pense, et ça, c'est fort utile. Ça nous aide. Je pense que ça nous aide à construire quelque chose qui se préoccupe de tout le monde. Donc, je me sens moi-même privilégié d'être ici et d'être parmi ces chanceux. Alors, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Pour parler de ce livre, il faudrait d'abord remettre en contexte nos auditeurs. Le livre, il a commencé à être écrit avant la pandémie. Je pense que c'est important quand même de le souligner. Même si à certains moments, il y a des mentions de certains impacts de la pandémie, notamment sur les CHSLD, on y reviendra. Mais justement, le fait que ça a été écrit avant la pandémie, moi, je me demandais qu'est-ce qui a motivé Centraide à produire un tel livre en 2020? On a produit dans le passé des documents de réflexion, parce qu'on se rend compte que si on veut faire évaluer les choses au profit de la communauté, notamment des plus démunis, il est important qu'on place des thèmes qui sont des thèmes qui, parfois, si on ne prend pas le temps de les réfléchir comme communauté, qui finissent par nous tirer dans le pied. Alors, on a produit des documents sur les préjugés, sur l'impact de la pauvreté dans la communauté. On a produit des documents qui permettaient de dire aux gens, voici les effets néfastes de telle ou telle situation. Dans le cas des inégalités, on en est venu à la conclusion il y a quelques années que ce thème-là était porteur et qu'il y avait peu d'écrits sur la question des inégalités dans
notre communauté ici. Au sens où, oui, il y a des thèses universitaires qui se sont écrites sur les inégalités. Il y a d'excellents documents, Wilkinson, Piquet, des chercheurs québécois qui ont écrit beaucoup de belles choses, mais on ne voulait pas aller vers une thèse universitaire, mais on voulait aller vers un document qui permettrait de mettre la balle au jeu et de dire, ben, regardez, ça, c'est la réalité des inégalités chez nous. Maintenant, on fait quoi avec ça? Fait que c'est un peu comme ça qu'est venue cette idée. Et la façon dont on travaille, on n'engage pas un auteur ou on ne devient pas nous-mêmes auteurs. On réunit un comité de bénévoles, des gens de tout azimut, des retraités, des jeunes, des moins jeunes, des gens au travail, des hommes, des femmes, des gens de différentes régions de notre belle communauté. Et on leur a dit, regardez ce qu'on peut faire là, ensemble. Maintenant, partageons la plume et essayons de voir qu'est-ce qu'on aurait à dire à notre communauté, en respectant le fait qu'il faut le faire avec ces gens-là. Donc, on a rencontré un paquet de gens qui n'ont pas tenu la plume, mais qui nous ont informés, tenus au courant, qui nous ont partagé leur vécu, ces inégalités, qu'ils soient dans le haut ou dans le bas de la pyramide. Et c'est cette façon de faire communautaire-là qui a amené à ce livre-là qui s'appelle « Du plomb dans les ailes ». Donc, du plomb dans les ailes, exactement. Puis ça dit justement avis sur les inégalités sociales et vous faites la pédagogie, en quelque sorte, des inégalités sociales en abordant plusieurs thèmes. Puis je pense que c'est un des éléments que j'ai le plus apprécié du livre, c'est son côté pédagogique. N'importe qui peut prendre ce livre-là et vraiment bien comprendre d'où viennent les inégalités sociales, les impacts que ça a sur les populations et les populations vraiment plus ici au Québec et même dans la région de Québec, précisément. Oui, puis c'était ça l'objectif. Le compliment que vous nous faites, il est vraiment apprécié parce qu'il tire en plein milieu de ce qu'on visait, c'est-à-dire on n'avait pas la prétention d'arriver avec des solutions. Dans le livre, il n'y en a pas tant que ça, des solutions. On ne voulait pas dire, voici, il y a un problème, voici les solutions, parce que ce qu'on voulait plus dire, c'est regardez notre lecture du problème. On pense que c'est un enjeu, on pense que c'est un problème, et un problème pour toutes et tous. Maintenant, on va vous exposer ce qu'on a réussi à colliger, à la fois comme relevé de littérature, mais aussi dans le vécu des gens, en termes quantitatifs, en termes qualitatifs. Et à la lecture du livre, les gens pourront se dire, est-ce que ça vaut la peine que cette balle-là soit considérée comme étant quelque chose d'important à traiter? C'était ça l'objectif avec le livre. C'était pas d'arriver avec des phrases et des solutions déjà toutes faites, mais c'était beaucoup plus de dire, on pense qu'il y a un enjeu là, voici notre vision, maintenant, discutons-en, débattons-en, soyons contre, soyons pour, mais au moins, amenons le débat sur la place publique. Je vous ai entendu dans une entrevue où j'ai lu là-dessus que vous disiez que malgré le fait que le livre a été écrit avant la pandémie agissait comme un puissant révélateur des inégalités sociales. Oui. Est-ce que vous pouvez illustrer votre propos? Oui, vous avez tout à fait raison. Si on place des gens sur une table et qu'il arrive un tremblement de terre et donc que la table brasse, les gens qui vont tomber sont les gens en périphérie de la table. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui sont en général le plus vulnérables, c'est ceux qui ont le moins de ressources, qui ont le plus de chances de se péter à marboulette en tombant parce qu'ils n'ont pas tout le temps les ressources que les autres ont pour se prémunir contre une crise, contre des enjeux sociétaux. La pandémie, c'est exactement ça. La pandémie, quand on regarde l'Observatoire des inégalités l'Observatoire québécois des inégalités sortait pas plus tard que, je pense, c'est jeudi passé, son analyse de qui a le plus souffert de la pandémie. Et on retrouve là-dedans les gangs petits, les gens qui travaillent au salaire minimum, les étudiants. On retrouve les jeunes qui étaient précaires dans des emplois. On retrouve ceux qui travaillent dans la commercialisation. On retrouve les immigrants. On retrouve les femmes. On retrouve donc les gens qui étaient avec la moins grande sécurité d'emploi. Moi, je suis chanceux dans la pandémie. J'ai gardé mon emploi, j'ai gardé mon salaire. Oui, il y a eu une certaine adaptation parce qu'il fallait s'adapter à la réalité financière, mais je suis un privilégié de la pandémie. Parce que je n'ai pas l'insécurité de me dire qu'est-ce qui va arriver dans un mois, qu'est-ce qui va arriver si mon commerce ferme, qu'est-ce qui va arriver si... Et la pandémie est venue révéler que les gens les plus démunis, ceux avec le plus petit salaire, étaient ceux qui en souffraient le plus. D'autant plus que ces gens-là avaient en général moins de filet social autour d'eux pour passer à travers la crise. Même si j'avais perdu mon emploi dans la crise, j'aurais probablement été encore dans les chanceux parce qu'il y a ma blonde qui a un emploi stable, elle aussi. Alors, à deux, on est capable de se stabiliser. Quand on est deux à travailler dans un restaurant de centre d'achat qui a été fermé, quand on est deux à travailler dans un petit commerce, quand on est deux à avoir un petit commerce à nous deux et que tout ça est fermé pour des raisons pandémiques, bien nécessairement, on en souffre. Quand on a besoin
de service qui donne accès à Internet à distance et que ce service-là n'est pas disponible. Puis ça, on ne parle pas là, au Yémen, on parle dans nos régions ici. Là. Il y a des gens qui n'ont pas accès à ce système Wi-Fi ou à cette capacité d'accéder à un Internet de qualité. Bien, comme à contrario de vous et moi, ils ne sont pas capables de performer à l'école, ils ne sont pas capables de performer au travail, comme vous et moi, parce que nécessairement, ils n'ont pas les mêmes outils, les mêmes accès. Les gens qui ont des enjeux de santé, bien, nécessairement, quand on est en difficulté par rapport à sa santé, ça a été beaucoup plus dur dans la pandémie parce qu'on a moins les ressources passées à travers. Il y a eu beaucoup d'opérations qui ont été délestées, beaucoup de soins de santé qui ont été délestés. Et nécessairement, ce sont les gens qui ne sont pas capables de se retourner vers d'autres alternatives qui en souffrent les premiers. Alors oui, la pandémie est un révélateur parce que ce sont les gens au plus bas des derniers déciles de nos communautés en matière de revenus qui en ont souffert le plus, et ça, c'est clairement démontré. Justement, à partir des données sur le revenu, vous avez plusieurs tranches de la population qui sont vraiment plus affectées que d'autres par rapport aux inégalités. Je pense notamment aux femmes âgées qui sont souvent nommées. Pour une question de revenu, c'est quoi que vous avez observé par rapport à ça? Il y a différentes questions. D'abord, le fait de vivre seul, ce n'est pas une tare. Mais si on n'a pas les revenus suffisants, si on n'a pas la sécurité suffisante par des processus, par des politiques publiques, autrement, c'est nécessairement quelque chose qui peut nous amener plus près de la table. Et quand cette table brasse, peut nous faire tomber. Pourquoi? Bien parce que si on perd un revenu, si on a des difficultés avec un ou l'autre de ce qui nous amène une sécurité, bien nécessairement, on n'a personne sur qui s'appuyer. Alors oui, les femmes seules, âgées, sont davantage à risque que des femmes en couple. Et ce n'est pas parce qu'être en couple, c'est la panacée, mais c'est parce qu'on n'a pas le même filet de sécurité. Quand on pense, par exemple, dans la pandémie, c'est un excellent exemple, les connaissances technologiques ne sont pas les mêmes pour tous. Moi, j'ai eu la chance, Samuel, encore plus que moi, vous avez eu la chance de naître et naviguer là-dedans toute votre vie. Donc, se dépatouiller à travers les Zooms, les téléconférences, les visioconférences, l'utilisation d'Internet, l'utilisation des technologies pour pallier au fait qu'on n'est plus capable de se voir, qu'on peut plus difficilement aller à la banque, qu'il faut faire nos achats en ligne, c'est beaucoup plus facile pour vous et moi. Il y a des femmes seules, je peux penser à ma belle-mère, je peux penser à des gens dans mon entourage qui ont travaillé toute leur vie, mais qui n'ont pas eu la chance de naître à travers cet univers technologique-là et qui ont dû, malgré qu'elles avaient déjà fait de grands pas, qui ont dû s'adapter, mais s'adapter sans soutien, s'adapter sans nécessairement toujours le support suffisant. Alors, c'est pas si facile que ça. Réussir à compenser les aléas de la vie, réussir technologiquement à compenser ce qu'on n'arrive pas à faire en présence, pourtant ce qu'on faisait très bien avant. Alors là aussi, il y a une fracture qui s'inscrit. Parce que moins vous êtes habile technologiquement, puis habile, ce n'est pas une question d'intelligence, mais c'est une question d'avoir eu les pratiques nécessaires pour nous montrer ça, bien nécessairement, plus la pandémie est venue fracturer parce qu'elle vous a imposé quelque chose avec lequel vous étiez moins à l'aise. Alors nécessairement, femmes seules ou hommes seuls, retraités, qui n'étaient pas très à l'aise avec la technologie, ils ont aussi subi cette réalité-là dans la pandémie. C'est le cas même hors pandémie. C'est le cas même hors pandémie parce que être en réseau, être réseauté, c'est un puissant facteur de protection en matière de santé physique, en matière de santé mentale, en matière de capacité à trouver les solutions face aux défis qui sont devant nous. Et être seul, bien, c'est nécessairement, si on n'a pas ce réseau-là, si on vit plus seul, si notre réseau est plus disséminé, bien, c'est nécessairement être plus fragile face aux aléas de la vie. Puis, j'ai noté aussi dans les thèmes qui sont abordés, puis ça risque d'intéresser un peu nos membres, qui sont en grande majorité des enseignantes et des enseignants à la retraite, là. Mais il y a tout le volet de l'éducation, des inégalités en éducation. En quoi, on voit plusieurs scénarios dans le livre, là, en quoi est-ce que le système d'éducation peut créer des inégalités? Ouais. Votre question, elle est légitime et il faut se la poser. Et il ne faut pas que les gens entendent qu'à travers les inégalités, on est en train de dire qu'on a un mauvais système d'éducation et que tout est à acheter à la poubelle. Mais je pense que les enseignants qui nous écoutent, les enseignantes qui nous écoutent vont être d'accord parce que c'est ce qu'elles ont vu dans leur vie, malgré qu'elles l'ont combattu, je pense, et qu'ils l'ont combattu. On s'est donné, avec le rapport parent, un principe d'éducation qui était d'égaliser les chances pour tous. Le grand objectif, là, si vous me permettez de le paraphraser, de le mettre dans mes mots, c'est d'égaliser les chances et de s'assurer que tout le monde puisse avoir accès à l'éducation, peu importe d'où il venait géographiquement parlant, peu importe d'où il venait en termes de revenus, peu importe d'où il venait par leurs parents ou par leur classe sociale. Or, on est forcé de constater, on en parle dans le livre, que si on compare 3 secteurs de l'éducation, 3 secteurs où les étudiants gravitent au secondaire, le secteur régulier public, mais à profil particulier, et le secteur privé,
Quand on regarde qui dans ces étudiantes et ces étudiants-là qui se rendent à l'université, on se rend compte que les statistiques sont complètement différentes dépendamment du secteur d'où on vient. Au privé, il y a 65 des étudiantes et des étudiants au secondaire qui vont se rendre à l'université lorsque ces jeunes-là étudient dans une école privée. Si on s'en va vers l'école publique, mais l'école publique à profil particulier, on va constater que c'est 50 des jeunes qui se rendent à l'université. Si on regarde maintenant le secteur public sans profil, donc dit régulier, c'est 15 des jeunes qui se rendent à l'université. Est-ce que ces jeunes-là sont cons? Certainement pas. Est-ce que ces jeunes-là, ce sont des cancres et des gens qui sont prêts pour aller à l'université? Certainement pas. Le but ici, c'est pas de dire que tout le monde doit aller à l'université. C'est pas ça mon propos. C'est juste de dire que c'est pas normal que selon le secteur où tu étudies, tu aies nécessairement moins de chances de te rendre à l'université. Et c'est pas la faute, là, je ne suis pas en train de dire que c'est la faute des enseignants, je ne suis pas en train de dire que c'est voulu comme ça. Je suis juste en train de dire qu'il y a à travers les profils, à travers nos types d'écoles, et ça, c'est reconnu par le Conseil supérieur de l'éducation, on crée des inégalités. C'est pas vrai qu'on a tous la même chance. Et si on n'a pas tous la même chance, malgré les efforts du corps professoral, si on n'a pas tous la même chance de par où on vient, de par notre soutien familial, mais aussi de par le milieu dans lequel on étudie, bien nécessairement, je pense que comme communauté, on se prive de l'apport important de gens qui ont fini par croire qu'ils étaient nés pour un petit pain, qui ont fini par croire que ce n'était pas pour eux autres et qui, malgré leur talent, auraient pu se rendre aux études supérieures ou auraient pu faire d'autres choses, mais ils se sont, j'ai envie de dire, rapetissé les possibles, rapetissé le demain, parce qu'ils ont pensé que ce n'était pas pour eux autres. Et ça, comme société, on ne peut pas se dire que c'est des chances justes pour tout le monde. De finir avec un diplôme d'études professionnelles, un diplôme d'études secondaires, un diplôme d'études collégiales ou un diplôme universitaire, c'est bien, peu importe. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Mais si on n'offre pas les chances à tout le monde d'aller vers où il pense qu'il peut rayonner, bien, je pense que comme communauté, on a à se poser des questions. Sur la question de l'égalité des chances en éducation, on disait l'égalité des chances, c'est donner le plus à ceux qui ont le moins. Non pas donner le plus à ceux qui ont déjà le plus. Mais ça, c'est comme un principe qui se perd, là. Qui se perd, et vous avez raison, c'est une belle phrase que vous nommez, qui se perd parce qu'on se dit, on finit par se dire, vous avez probablement déjà vu ça sur les médias sociaux, cette idée de combattre les inégalités, c'est de donner à la plus petite personne pour qu'elle puisse voir par-dessus la clôture un plus haut tabouret, alors que la plus grande personne n'a pas besoin du même tabouret ou de la même hauteur de tabouret parce qu'elle est déjà plus grande, elle peut voir par-dessus la clôture. Si on veut que tous voient par-dessus la clôture, on a avantage à moduler les efforts et moduler les chances qu'on a. Cependant, ce qu'on assiste, c'est une espèce d'individualisation qui est, moi, je devrais avoir les mêmes chances que tout le monde, même si je suis un favorisé. Moi, je devrais avoir les mêmes chances, je devrais avoir le même tabouret que la personne d'à côté, même si elle est plus petite que moi. Sous principe que ça serait injuste si je n'avais pas les mêmes chances. Or, si on donne des chances différentes en fonction des capacités, mais aussi en fonction des chances naturelles que nous avons, on va, comme société, avoir plus de chances globalement. On va tous s'enrichir de par la contribution de ce que chacun va pouvoir amener, plutôt que de dire, bien, donnez-moi encore plus de chances alors que moi, je suis déjà chanceux. Donc, quand vous dites ce que vous venez de nommer, moi, je pense que ça veut dire qu'il faut élever les gens qui ont moins de chances. Ici, il ne s'agit pas de dire, nous, on n'a pas dit dans le livre, il faut abolir les écoles privées, il faut abolir les profils particuliers des écoles secondaires. C'est pas ça qu'on a dit. On a juste dit, la statistique est probante, et il y en a d'autres dans le livre, les gens prendront le temps de les regarder, mais elle nous dit il faut élever les chances. Il ne s'agit pas d'enlever des chances à des gens, il s'agit d'en donner plus à des gens qui en ont moins. Alors, ça résume, je pense très bien, la phrase que vous donnez résume très bien la conception que nous avons. Pour faire le lien, il y a aussi le thème avec les inégalités en santé. Pourtant, au Québec, là, on est supposé avoir un système de santé là, dit universel là, et accessible, mais pourtant, vous avez observé des problèmes d'accessibilité aux soins et aux services. Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes chances quand il est question d'accès aux soins de santé. Puis ça, bien, ça peut être des répercussions assez graves. Puis c'est à tous égards. Hein? À tous égards. À tous égards. Je vais vous donner plein d'exemples. Si vous êtes une personne marginalisée, c'est documenté que dans les soins de santé, on va moins vous croire. C'est documenté que dans les soins de santé, on va moins se fier à votre parole. Vous ne recevrez pas le même traitement. Alors, ce n'est pas étonnant que les gens marginalisés finissent par ne plus accéder aux soins de santé ou se sentent jugés et ne veulent plus y aller. C'est pour ça qu'une organisation comme Spot, la clinique Spot en ville, s'est mise à travailler avec des gens marginalisés parce qu'on constatait que ces gens-là n'accédaient pas aux services de santé malgré qu'on a tous une carte soleil et qu'on devrait tous être égaux. Ils se sentaient jugés,
ils se sentaient mal servis. Et c'est comme ça que Spot a travaillé à ramener ces gens-là dans le réseau en leur offrant un service parallèle et en leur redonnant le pouvoir sur eux-mêmes, en les écoutant, en leur faisant confiance. Ça, c'est un exemple. On pourrait prendre l'exemple ultime. On dit qu'il y a 8 ans d'écart d'espérance de vie entre la Haute-Ville et la Basse-Ville de Québec. C'est la même chose à Montréal, c'est pas juste à Québec. Il y a 11 ans d'écart d'espérance de vie entre des quartiers défavorisés de Montréal sur la même île et des quartiers favorisés. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on accepte ça? Est-ce qu'à la naissance de vos enfants, on accepterait qu'il y en a un qui a 8 ans d'écart d'espérance de vie que moins que l'autre parce qu'il y en a un qui est né à bonne place, puis il y en a un qui est né le premier, puis l'autre qui est né le deuxième? Évidemment, comme parents, on s'objecterait. Évidemment, comme parents, on aurait envie de se mobiliser parce que ce qu'on veut, c'est donner des chances égales à nos enfants, à notre progéniture. C'est la même chose sur les grands-parents. On refuserait qu'un de nos petits-enfants, on le condamne à sa naissance en disant « Toi, tu auras 8 ans d'écart d'espérance de vie. » C'est inacceptable. Et en ce sens-là, là, on pourrait revenir à sa question des choix individuels, hein, comme face à l'école. On pourrait dire, c'est les gens qui ont choisi le public, mais c'est leur choix. On pourrait dire, les gens qui vivent dans la pauvreté, c'est leur choix. Ceux qui vivent dans ces sauveurs, tant pis pour eux. Et il n'en est rien. Il n'y a personne qui a fait ce choix-là. Tout comme l'enfant à sa naissance n'a pas fait de choix où il allait naître. L'enfant à sa naissance n'a pas fait le choix de vivre dans une famille démunie avec des chances inégales par rapport aux autres. Moi, je me dis, ça n'a pas de sens comme communauté qu'on perde des années d'espérance de vie, qu'il y a un écart aussi grand pour des gens qui viennent du même patelin à quelques kilomètres de distance. Qu'est-ce qu'on perd? La santé publique nous dit qu'en matière de santé, les inégalités créent 6 000 décès prématurés par année au Québec. 6 000 décès prématurés, c'est 6 000 personnes qui ne seraient pas mortes dans l'année, qui seraient, évidemment, elles aussi, elles arriveront en fin de vie, mais qui auraient vécu une vie complètement différente si on avait traité les inégalités de santé. Parce que c'est pas vrai, malgré ce qu'on veut se faire croire, qu'on est tous égaux face à la santé. Et dans le développement de la santé, de tout un système de santé privé, les inégalités, là aussi, ça croisse. Parce que c'est ça le principe dans notre livre, c'est de dire, on pourrait se penser au Québec qu'on est super bon, puis par rapport aux États-Unis, puis par rapport à d'autres endroits dans le monde, c'est mieux. C'est vrai que c'est mieux. Mais quand on regarde les statistiques, ces inégalités-là s'accroissent. Des gens qui ont besoin de remplacement pour une hanche, une chirurgie de hanche, si ces gens-là vont au privé versus au public, la réponse ne sera pas la même, les délais ne seront pas les mêmes. Et je ne blâme pas les gens d'aller au privé, là, mais je suis juste en train de dire que nécessairement, qui peut aller au privé, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas les mêmes personnes à la retraite qui bénéficient de chances d'aller au privé versus des gens d'aller au public. Et ceux qui sont condamnés au public, si on ne leur offre pas des soins de qualité, bien nécessairement, c'est des années de vie. Je pense à la retraite, il n'y a pas juste des retraités qui se font opérer pour la hanche, mais je donne cet exemple-là parce que souvent, ça vient avec le vieillissement. Bien, c'est des années de qualité de vie qu'on perd. C'est comme communauté des années de mobilité, des années d'engagement de ces années-là qu'on perd. Ça n'a pas d'allure, c'est inacceptable. Alors, comment on fait pour élever tout le monde et faire en sorte qu'on ait une égalité des chances en santé? C'est là la question. Bien, c'est sûr, c'est doublement frustrant quand on a vu que le réseau de la santé publique qui a été largement abandonné au profit ou qui a favorisé l'émergence de services dans le réseau privé. Donc, plus on frappe des murs dans le réseau public, plus on se dit, finalement, je vais avoir sûrement un meilleur service dans le privé. Donc, c'est comme si au fil des années, on a effriter un peu le réseau public, puis on a amené les gens à aller tâter le terrain du privé. C'est pas anodin que, certains ministres de la Santé, j'imagine, venaient du réseau privé de la santé, puis qui ont fait des choix et des négociations qui ont mené à une privatisation des soins en santé qui a affecté beaucoup l'accessibilité. Puis, on l'a vu, cette privatisation-là, on l'a vu beaucoup dans l'hébergement, dans le réseau des résidences privées pour aînés. Puis ces formes d'inégalité-là, je les ai vraiment observées beaucoup. Si tu as les moyens d'aller dans une résidence chromée, dont je nommerai pas les noms, mais que les services sont au rendez-vous et la sécurité, tant mieux, mais comment se fait-il que ce sont des établissements qui sont supposés donner des soins et des services qui viennent pallier un manque qu'il y a dans le réseau, puis qu'une personne qui n'a pas les moyens va aller dans un HLM, par exemple, une personne aînée va aller dans un HLM, et cette personne-là n'a pas accès aux mêmes services, alors qu'elle a les mêmes problématiques de perte d'autonomie. On devrait l'aider à maintenir son autonomie. Puis c'est encore plus vrai, je pense, entre certaines régions. Il y a des régions où on a des services de soins à domicile, d'autres régions où ce n'est pas accessible du tout. Donc, encore là, si tu es une personne âgée à Terrebonne, tu n'as pas du tout les mêmes soins à domicile que si tu es en Estrie. Tu n'as pas les mêmes chances, finalement. Oui, ou même si tu es une personne âgée qui vit en ruralité. Oui. Et que tu as besoin de te rendre à l'hôpital. C'est pas pareil que si tu habites à Québec ou si tu habites dans un centre urbain où il y a un hôpital proche.
Exactement. Et là, on pourrait se dire, tant pis, c'est aux gens de décider où ils habitent. Tout le monde ne peut pas habiter en ville. Tout le monde ne peut pas habiter à 3 pas de l'hôpital. On sait quel effet ça a sur l'inflation du prix des maisons. Donc, c'est pas vrai. Si on veut occuper le territoire au Québec, il faut aussi donner des chances à des gens et partir, même pas très loin, là, quand on va prendre l'exemple de Québec, partir de Port-Neuf pour venir à l'hôpital, partir de Saint-Fabien-de-Rimouski pour venir à l'hôpital, partir de la Beauce pour venir à l'hôpital à Québec, c'est des frais supplémentaires que des gens ont et qui, en général, n'ont pas toujours les moyens de payer. Parce que venir à l'hôpital, d'abord, il y a des coûts de transport, mais aussi, ce n'est pas toujours possible, dépendamment de sa condition, de se mouvoir soi-même, de conduire sa voiture, pour plein de raisons qu'on connaît. Donc, ça suppose un accompagnement, ça suppose un réseau, mais ça suppose aussi parfois de coucher à Québec. Ça suppose aussi pour le réseau de venir à Québec pour supporter un aîné ou une personne qui vient à l'hôpital. Mais ça, c'est des frais d'hôpitaux, c'est des frais de repas. Le système de santé n'est pas égal pour tout le monde. Et cette inégalité-là, on en souffre tous. C'est des vies perdues, c'est des qualités de vie, des années de qualité de vie perdues. Et c'est ça qu'on dit, nous. On n'arrive pas à une solution en disant qu'il faut abolir le privé. C'est pas ça du tout notre propos. Notre propos, c'est de dire, regardons les faits. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est les effets de cette réalité-là sur nous tous. Et ce que les gens pourraient penser, parce qu'on est beaucoup dans cette tendance-là, au plus fort la poche, à chacun de décider. Oui, tant mieux si les gens ont le pouvoir de décider, ont le pouvoir eux-mêmes de se trouver des conditions favorables pour vivre leur vie. Il n'y a personne qui est contre. Quand on dit qu'il y a 8 ans d'écart d'espérance de vie entre les quartiers centraux de Québec et les quartiers de la Haute-Ville, on n'est pas en train de dire qu'il faut que les gens de la Haute-Ville baissent leur niveau de vie de façon à diminuer leur espérance de vie. C'est pas ça l'enjeu ici. C'est de dire comment on élève tout le monde, comment on fait en sorte que ces 8 années de perdu pour des gens qui ont vécu dans des situations défavorisantes, on puisse les récupérer parce qu'on a besoin d'eux autres. Et même les gens les plus riches ont besoin d'eux autres. Parce que tolérer les inégalités, c'est un coût de 15 à 17 milliards au Québec seulement. Tolérer les inégalités, c'est un mieux vivre ensemble qui s'effrite. C'est un eux versus nous. C'est une incapacité de mouvoir d'une classe sociale à l'autre. C'est naître dans une classe sociale et pas être capable de s'en extirper. Vous savez, le rêve américain, ça, c'est une superbe image qui démontre le caractère paradoxal du rêve américain. L'endroit dans les sociétés occidentales où le rêve américain est le moins possible, c'est aux États-Unis. L'endroit où, à sa naissance, sortir de sa classe sociale de naissance, c'est l'endroit où c'est le plus difficile. Oui, on va nous faire rêver avec des PFK qui sont partis avec 2 piastres dans leur poche et qui ont fondé un empire de restaurants de poulet. Il y en a. Mais sur 300 millions d'Américains, la plupart ne réussissent pas durant leur vie à s'extirper de leur classe sociale parce que la mobilité sociale n'est pas possible, parce que les chances ne sont pas égales, pas parce que les gens sont cancres. C'est comme si on faisait une course, les gens qui nous écoutent, là, on se dit on va faire une course. Et on va commencer d'abord et on va se dire, Louise, parce que c'est une femme, va partir 3 pas derrière Samuel. Bruno, parce qu'il est dans tel contexte, va partir 5 pas derrière. Un autre va reculer parce qu'il est dans un contexte défavorisé. Et là, on dit, lançons la course. Évidemment que la course, les femmes ont moins de chances de la gagner. Les gens avec un handicap ont moins de chances de la gagner. Les gens évidemment qu'ils n'ont pas de chance de gagner cette course-là. Mais contrairement à la course, dans nos communautés, dans cette vie qui est la nôtre, il n'y aura pas juste un gagnant. Et c'est ça la différence. C'est que moi, si je gagne ma course, l'autre peut aussi gagner sa course. Et à chaque fois qu'on amène quelqu'un à réussir ses rêves, à contribuer à la communauté, à participer de sa prospérité à la nôtre, on est tous plus riches. On est tous plus riches financièrement, mais on est tous plus riches humainement aussi. C'est un écosystème. C'est un écosystème qui est fragile. Ça. Oui. Puis parlant d'écosystème, vous faites aussi un lien avec les changements climatiques, l'environnement. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que ça touche beaucoup nos membres. Nos membres sont très passionnés par l'environnement. Puis vous le révélez. Oui, puis vous le révélez très bien que l'environnement, les changements climatiques créent des inégalités ou d'être dans des inégalités fait qu'on est frappé plus fort par les changements climatiques. Les gens ont l'impression que les changements climatiques, c'est quelque chose qui répartit l'égalité des chances dans le sens où on se dit tout le monde est égal. S'il y a une augmentation des périodes climatiques extrêmes, tout le monde les vit. S'il fait chaud à Québec, plus de jours par année. S'il fait chaud à Montréal, plus de jours par année. Tout le monde le vit également. S'il fait 30 degrés la nuit, il fait 30 degrés pour tout le monde. Si on a des tempêtes plus fortes, si on a des épisodes de smog plus importants, tout ce que vous connaissez, tout le monde les vit également. Une tempête de neige avec 100 cm de bord de neige, il n'y a personne qui a eu reçu moins de neige que d'autres. C'est vrai et c'est pas vrai. Prenons l'exemple des chaleurs extrêmes. Si vous vivez dans un quartier central, vous avez moins accès. Vous souffrez plus des îlots de chaleur, vous avez moins accès à des parcs, vous êtes moins dans un espace climatisé. Donc, nécessairement, la différence entre vous et quelqu'un qui habite près d'un parc peut être de 5 à 10 degrés dans un moment de chaleur extrême.
Autant que ça, la différence entre les parcs et vivre dans un milieu urbain où il y aurait peu d'arbres, peu de canopées, peu d'espace pour se rafraîchir, peu de piscines, etc. Même chose, si dans un épisode de chaleur extrême, vous avez la chance d'aller au chalet, vous avez la chance d'avoir l'air climatisé, bien, vous êtes beaucoup moins souffrant par rapport à ces épisodes-là que le sont les gens plus démunis. Alors nécessairement, puis c'est l'image qu'on utilise dans le livre, c'est comme si on se disait, il y a une immense vague qui s'en vient nous frapper, on est en bateau, on se dit, bien écoutez, tout le monde est dans le même bateau face à la vague. C'est vrai. Mais il y a des gens qui ont des ceintures de sauvetage, il y a des gens qui ont accès à un hélicoptère pour les sortir de cette fâcheuse position, puis il y en a d'autres qui n'ont rien. Même chose avec le froid extrême aussi de l'hiver. Les Ouais. étudiants qui vivent dans des logements mal chauffés, ça veut dire des factures d'électricité pas mal plus élevées aussi. Oui, c'est intéressant. Ça, vous nommez un point intéressant, Louise. C'est effectivement le cas. C'est paradoxal parce qu'il y a des gens qui vivent dans des endroits plus miteux, qui ça va leur coûter plus cher, malgré la faible qualité de l'endroit, que d'autres qui vivent dans des endroits plus grands parce que mieux isolés. Et paradoxalement, ce sont ceux qui ont le moins de capacité de payer ces factures d'électricité-là. Alors, on illustre dans le livre cette espèce de dynamique par une dynamique d'escalier roulant. Vous vous souvenez, quand on était jeunes, on a tous fait ça, quand les escaliers roulants sont arrivés, de monter un escalier roulant à l'envers. Hein, on s'est tous essayé à ça, certains plus que d'autres, moins que d'autres. Moi, je ne l'ai pas essayé beaucoup, mais Samuel l'a vraiment beaucoup essayé. Je l'ai fait encore. Et donc, monter un escalier roulant à l'envers, c'est possible. On ne peut pas monter 20 étages à l'envers. On peut en monter une, on va être super fatigué après, on va être fier, on va rigoler, mais ça va nous prendre le double d'énergie que l'escalier roulant qui monte dans le bon sens. Mais les inégalités, c'est un peu ça. Ça fait fonctionner l'escalier à l'envers pour les gens qui sont en difficulté et à l'endroit pour des gens qui sont plus favorisés. Quand on a de l'argent, on est capable d'en mettre de côté. Quand on a de l'argent, on est capable de se prendre un petit placement. Quand on a de l'argent, on est capable peut-être de payer notre maison. Quand on a de l'argent, une fois qu'on a payé notre maison, on est capable de prendre des actions pour sa retraite, d'adhérer à des fonds de pension. Quand on a de l'argent, on est dans une espèce d'escalier roulant où on est capable de suivre des cours. On est capable, à la retraite ou plus jeune, de prendre des cours de musique, de nourrir ses hobbies, de se garder cognitivement allumé, de développer ses talents, ses passions. Et là, la roue tourne positivement. À l'inverse, quand on n'a pas d'argent, bien, c'est pas vrai que vous allez avoir un cours de piano à votre retraite. Quand on n'a pas d'argent, c'est pas vrai que vous allez pouvoir développer le violon, vous allez pouvoir faire du sport avec des professionnels quand vous êtes un jeune. Quand on n'a pas d'argent, c'est pas vrai qu'on va pouvoir mettre de l'argent de côté. C'est pas vrai qu'on va pouvoir posséder notre petit duplex ou posséder notre maison. Et alors, la roue tourne à l'inverse, on ne réussit pas à placer d'argent, on tire le diable par la queue, on emprunte, souvent à des taux presque usuraires, et là, on se retrouve dans l'escalier en sens inverse, ce qui fait qu'au bout de l'escalier, on arrive en haut, puis on se dit, on commence à les pauvres, comment ça les démunis ne réussissent pas à monter leur escalier. Et là, souvent, le réflexe, c'est de dire, ils sont donc bien lâches. Moi, je l'ai monté, mon escalier, j'ai travaillé fort. Oui, j'ai travaillé fort. Oui, les gens qui se lèvent le matin, oui, les gens qui nous écoutent présentement, qui ont mérité leur retraite, ont travaillé très, très fort. Et ils méritent ce qu'ils ont. Le propos, ce n'est pas d'enlever un mérite à ces gens-là, ce n'est pas de dire qu'ils ne méritent pas. C'est de dire qu'il n'y a pas juste le mérite qui nous a amenés là où nous sommes. Cette méritocratie à laquelle on veut croire, elle n'est que partielle comme explication. Oui, je me lève le matin. Oui, je travaille fort. Oui, je mérite où je suis. Mais à côté de moi, où je vais prendre un exemple, dans mon quartier d'enfance, dans la même école que moi, il y avait un de mes amis qui ne mangeait pas tous les jours. Bien, c'était quoi les chances que lui se rende à l'université? C'était quoi les chances que lui réalise ses rêves? Il n'était pas nécessairement moins intelligent que moi, probablement même qu'il était plus. Il n'a pas réussi comme moi j'ai réussi. Ah oui, j'ai travaillé fort. Mais lui, pour arriver, il fallait qu'il monte l'escalier à sens inverse. Il fallait qu'il travaille doublement plus fort. Mais c'est sûr qu'à travailler doublement plus fort, on s'épuise doublement plus. Moi, je l'avais remarqué justement cet été dans mon expérience comme être préposé dans un CHSLD. D'ailleurs, les canicules les affectent particulièrement. Les préposés aux bénéficiaires qui sont vraiment, ils sont sous-payés pour le travail qu'ils font, qu'ils œuvrent quotidiennement auprès des personnes les plus vulnérables de notre société. Puis, j'ai remarqué à quel point leurs conditions étaient déplorables. Pour le rôle qu'on devrait leur donner, on devrait leur donner tellement plus de reconnaissance. Puis parfois, moi, je me sentais même mal considérant mon propre confort personnel, moi, mon travail. Je suis conseiller aux communications, mais je ne sauve pas des vies, là, honnêtement. Là. Fait que j'avais parfois un certain malaise. Je faisais le travail, puis j'appréciais, puis je sortais de là avec un sentiment de fierté et d'accomplissement que je n'avais jamais eu avec ma grosse maîtrise en sciences politiques qui, je pensais, jamais me servirait à quoi que ce soit. Fait que, bien honnêtement, j'ai trouvé ça déplorable, cette iniquité-là, de le constater, de le vivre avec eux.
Ça va, en tout cas, moi, ça me pousse à lutter davantage pour leur donner des meilleures conditions à ces gens-là. Puis des meilleures conditions qui vont apporter ultimement des meilleures conditions aux personnes aînées hébergées qui sont les bénéficiaires de ça. Fait que non, mais ça me touche énormément. Oui, il y a un aspect aussi que j'ai remarqué. Cette semaine, on a beaucoup parlé des banques alimentaires et l'augmentation des demandes. Certaines banques nous disent qu'ils ont jusqu'à 50% de plus de demandes que oui. Et je me dis, pourtant, on a un filet social au Québec. Pourtant, il y a eu beaucoup de mesures financières de soutien pendant la pandémie. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, votre question est bonne. L'aide directe est venue principalement du gouvernement fédéral. L'aide directe aux citoyens, dans des contextes de gens qui perdaient leur emploi à raison d'un certain montant là, qui leur permettait de couvrir leurs besoins de base. Alors, il y a eu de l'aide. Cette aide-là est venue. Mais est-ce qu'elle est toujours venue en quantité suffisante et toujours pour les bonnes personnes? Puis là, ce n'est pas une critique du gouvernement fédéral que je fais. Là. Je pense qu'ils ont répondu présent à ce niveau-là. Mais nécessairement, c'est dur de faire des programmes qui vont toucher tout le monde. Et les réalités étant diverses, beaucoup de gens n'ont pas réussi à joindre les deux bouts. Pour différentes raisons. Est-ce que c'est parce qu'ils avaient un niveau de dépenses qui était à côté à leur niveau de revenu et que ce niveau de revenu vacillant, ils se sont retrouvés avec évidemment plus de dépenses que de revenus, donc en situation précaire. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Ces pertes d'emploi-là subites, souvent, on le dit, hein, malheureusement, les institutions financières le disent, on est une majorité de Canadiens à une ou deux payes de ne pas pouvoir payer nos dettes, de ne pas payer ce qu'on doit. Bien, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est souvent le volet financier vient souvent impacter la capacité de se nourrir parce que c'est le seul budget sur lequel on a de la capacité à agir. Quand vous payez votre logement, si vous arrêtez de payer votre logement, vous allez être en difficulté. Si vous arrêtez de payer vos dettes, vous allez être en très grande difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On coupe sur la bouffe. Et de là, l'importance des banques alimentaires. Et c'est vrai, vous avez raison de dire, dans certains cas, la demande a doublé. Et il y a des gens, ça c'est intéressant, il y a des gens qui se disent « Ah, c'est facile, tu es allé chercher de l'aide alimentaire, donc tu bénéficies gratuitement de repas. » Si vous en connaissez de ces gens-là, ceux qui nous écoutent, dites-leur de m'appeler. Là, on va aller ensemble, on se mettre en file dans une banque alimentaire. On va aller voir où elle est notre dignité. Là. On va l'avoir laissé à la porte avant d'entrer. Parce qu'aller payer son petit 75 cents pour avoir son repas au Café Rencontre Centre-Ville, aller chercher dans une des organisations la baratte, dans un des centres d'accès populaires, de soupe populaire, d'aller se mettre en file pour avoir son petit repas. Il faut être rendu avec un besoin beaucoup plus grand parce que l'orgueil, on la laisse de côté. Et les gens qui pensent qu'il y a des gens qui abusent, là, je vais vous dire, il n'y en a pas beaucoup qui abusent. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, nécessairement, les gens ont dû couper. Je pense entre autres à une famille qui a attendu 5 jours. 5 jours pour réussir à passer par-dessus son orgueil, pour aller chercher de la bouffe sur une banque alimentaire parce que ça faisait 5 jours qu'il n'y avait plus rien dans le frigo. Je pense à des enfants dans certaines écoles qui ont pris, j'ai de la misère à dire voler, là, mais le geste, c'est voler, qui ont volé la collation d'enseignants sur leur bureau. Les enseignants s'amenaient une pomme, s'amenaient un petit lunch pour leur collation, pour leur repas. Et il y a des enfants qui avaient trop faim et qui leur volaient cette collation-là. Des enfants de leur classe. Pour vous dire comment il faut être rendu à avoir faim. Ça veut dire que sur la table familiale, il n'y avait pas ce repas-là. Sur la table familiale, il n'y avait pas ce pain-là et ces éléments nutritifs-là. Et comme parents, on est prêt à se passer de bien des choses avant que nos enfants s'en privent. On est tous pareils comme parents. Comme grands-parents, c'est la même chose. Alors, quand on est rendu à priver nos enfants, c'est qu'on est rendu qu'il en manque beaucoup. Et de là, l'importance de ce qu'on a pu faire collectivement avec les banques alimentaires. Mais les banques alimentaires sont un point de chute, mais après ça, ça irradie partout sur un paquet d'organisations de soupe populaire à tablés, à organisations qui organisent la préparation de mets. Bien, ça c'est venu donner, je pense, un grand sentiment de délivrance pour plusieurs parce que la situation était vraiment critique. Moi, je parcours ce livre-là. Je me définis, moi, individuellement, comme étant pessimiste constructif. C'est-à-dire que je ne crois pas vraiment à nos chances de réussir à changer le monde, mais ça ne m'empêchera pas de faire des choses pour le faire. Est-ce que vous êtes optimiste, M. Marchand? Et si oui, c'est quoi les perspectives d'avenir pour améliorer les choses? Oui, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Moi, je suis optimiste. Mais moi, je suis
suis un optimisme. Je suis d'un optimisme mesuré. J'allais dire d'un optimisme pragmatique, mais moi, je pense qu'on peut changer les choses. Pendant que je vous parle, je cherche quelque chose que je veux vous lire, qui parle beaucoup de... En tout cas, moi, je trouve de ça. Là. Je vais le chercher en vous parlant. Moi, je pense que, comme communauté, il n'y a pas de mur assez haut qu'on ne peut pas surmonter. Ça, j'ai toujours cru à ça, puis certains diront que c'est fleur bleue, c'est calvaudé, puis les gens ont le droit de ne pas être d'accord. Je pense qu'une communauté a des forces et au moment où elle les rassemble, elle est capable de surmonter bien des défis. L'enjeu, ce n'est pas d'être capable de surmonter des défis, c'est d'être capable de se rassembler pour les surmonter. C'est là l'enjeu. C'est cette capacité de faire front commun et de se dire, on fait-tu front commun ensemble? Parce que le jour où on décide que ça, on va s'y attaquer, par exemple les inégalités sociales, je pense qu'il n'y a rien qui peut nous résister. Il n'y a pas un levier qu'on n'a pas pour faire changer des politiques, parce que oui, ça prend des politiques publiques. Il n'y a pas un levier qu'on n'a pas qui ne va pas faire une différence. Et j'ai retrouvé la citation, c'est dans Vol de nuit, une citation de Saint-Exupéry, qui dit « Dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche, il faut les créer et les solutions suivent. » Et moi, je suis de cette école-là. Là, j'aurais aimé ça avoir à écrire ça, mais Saint-Exupéry l'a fait avant moi. C'est bon, sinon, c'est sûr, je l'aurais trouvé. Mais je suis de l'école qu'il faut créer les forces en marche. Et créer les forces en marche, mais ça veut dire, puis c'est ce qu'on essaie de faire avec notre livre, c'est ce que vous faites par votre émission, c'est ce que d'autres font par la mise en commun d'un mouvement, où je pense qu'il est probablement temps de recréer ces mouvements sociaux importants et de se dire, à travers ce qui nous guette, à travers les deux grandes menaces à l'humanité, il y a les changements climatiques et les inégalités sociales, on peut arriver à changer les choses. On peut et on va arriver à changer les choses, mais on va y arriver seulement si on réussit à être une masse critique, à se dire, oui, j'accepte de lire le livre, j'accepte d'en parler à mes proches, j'accepte de trouver des solutions, de me mettre en mouvement, de créer cette force vive, de me rallier à d'autres et de créer ce commun-là. Mais ça suppose, et c'est probablement un autre des défis qu'on a actuels, c'est que dans le commun, il faut laisser un peu de notre jeu. Dans le commun, pour avoir le nous, il faut accepter qu'il y a un peu moins de jeu. Et là, je ne suis pas en train de parler d'un communisme dépassé. Je ne suis pas en train de parler que, oublions-nous, devenons une ruche d'abeilles puis tout le monde travaille pour la reine. C'est pas ça. Je suis juste en train de dire qu'au bénéfice de tous, si on accepte de un peu diminuer son jeu, parce qu'on est peut-être venu dans une époque où le jeu a tellement pris d'importance qu'il est devenu plus important que le nous. Et je pense que c'est un des défis que les gens ont d'adhérer à des partis politiques, c'est qu'on voudrait que les partis politiques nous proposent des choses à la carte, et dès qu'il y a quelque chose sur la carte qui ne me plaît pas, bien, je tire la carte au bout de mes bras. Pas la carte de membre, mais la carte de ce que le parti présente. Et c'est impossible à travers des partis politiques qu'il n'y a pas des choses qui nous... Ouais, ça avait été juste moi, je ne l'aurais pas présenté, mais pour me faire partie d'un nous, je vais accepter que quand je vais en voyage avec Samuel et Louise, c'est pas exactement le voyage que j'aurais fait tout seul. Mais c'est un voyage bien plus plaisant parce qu'on est trois, parce qu'on rigole, parce qu'on a bâti quelque chose. Parce que quand Samuel voulait aller à Barcelone, on n'est pas allé à Madrid. Quand Louise voulait visiter la Sagrada, on n'est pas allé visiter d'autres choses. Mais cette force-là à trois a fait en sorte qu'on a créé un nous. Et quand on revient, on a des photos de voyage à partager. On a un projet sur lequel on s'est réénergisé. Puis là, je sais que je torture du monde dans ces temps de pandémie de parler de voyage comme ça. J'en suis désolé. Mais... c'est ce nous-là qu'il faut créer. Pas un nous qui oublie les jeux, mais c'est des jeux qui viennent collaborer au nous et qui me permettent, moi, d'être positif et de dire, si les gens qui nous écoutent, si d'autres décident d'y adhérer et de dire, oui, il faut s'attaquer aux inégalités, on va trouver les solutions. Si, après ça, on s'en fout, on se dit, ben moi, c'est pas mon problème, ben, je pense qu'on va tous perdre. Parce que dans les inégalités, et c'est documenté, si on ne traite pas les inégalités, si on laisse le fossé s'agrandir, ben même les gens riches y perdent. D'abord, parce que pour faire des affaires, pour avoir une entreprise prospère, on a beaucoup plus de chances que notre entreprise soit prospère si elle vit dans un milieu riche, si elle vit dans un milieu égalitaire. D'abord, comme citoyen, j'ai beaucoup plus de chances de me promener en sécurité, de vivre en paix si on est dans un milieu où les gens ont accès à des chances égales, si les gens ont accès à des chances pour réussir eux aussi leur demain. Et ça aussi, c'est documenté. Vous êtes nombreux à avoir été dans vos vies à Baltimore, à Washington, à des endroits, des villes du Sud, où on vous dit « n'allez pas là ». Si vous êtes une femme, prenez pas telle ligne de taxi, prenez pas telle ligne d'autobus le soir, visitez pas tel quartier. Parce qu'on a créé là-bas, on a laissé créer là-bas des eux et des nous. Et nécessairement, les oppositions sont venues à faire des rivalités, sont venues à faire de la criminalité, de la judiciarisation. C'est documenté que plus les inégalités sont grandes, plus il y a de monde en prison, plus il y a des gens judiciarisés, plus la distance entre eux et nous est grande, moins il y a des gens qui adhèrent à ce nous-là et moins il y a de gens qui y contribuent
à la perte de tous, pas juste à la perte des plus démunis, pas juste à la perte de ceux qui sont dans le plus bas décile, à la perte de tous, même ceux qui sont en haut des déciles en matière de revenus. On a tous à gagner à traiter les inégalités. Peut-être une question, Samuel. Je sais que Oui. le temps court, mais bon, on va s'arranger avec ça plus tard. Dites-nous, vous avez, dans vos bénévoles, vous avez quand même une partie de bénévoles qui sont des retraités ou des gens plus âgés. Je me demandais, est-ce que ces gens-là sont encore là ou, évidemment, avec la peur du virus, là, certainement, ils ont quitté? Comment ça se passe? Ben, il y a eu une adaptation. Il y a des gens qui ont dû passer un tour, puis on le comprend, parce que il y a des choses qui ne se faisaient pas à distance. Donc, les choses qui se faisaient en présence, les gens qui étaient dans des clientèles plus vulnérabilisées par rapport au virus ne voulaient pas prendre de chance. Nous non plus, on ne voulait pas qu'ils prennent des chances avec leur vie. Fait que, nécessairement, ça a eu un impact sur une diminution de ce bénévolat-là en présence de la part des retraités, notamment dans les groupes Centraide, mais aussi dans les groupes que soutient Centraide. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'il y a des groupes qui ont dû complètement, je pense à des groupes qui faisaient de la bouffe, bien, il y avait là-dedans beaucoup de retraités qui y allaient. Ils ont dû trouver des solutions parce que les retraités y allaient moins pour les raisons qu'on connaît. Ça étant dit, il y a aussi d'autres activités qui se faisaient en présence et qui sont devenues à distance. Alors, je pense entre autres à notre comité d'attribution et de relations avec les organismes. Centraide soutient à travers le don des gens. Je vais me permettre, si vous me permettez, de faire un petit aparté. Centraide, on ne peut pas choisir un don désigné. Vous ne pouvez pas dire, moi, je vais donner à Centraide, mais je veux que vous donniez à telle cause. Centraide, c'est ce qu'on appelle le don solidaire. Donc, votre argent se met dans un pot commun et va aller, non pas au plus offrant, non pas au plus à la faveur populaire, mais où c'est le plus pertinent. Et c'est ça la plus-value de Centraide. Et comment on fait pour évaluer ça? On a une série de critères très rigoureux qui viennent évaluer la gouvernance, la reddition de comptes, la gestion financière, les ressources humaines, la réalisation de la mission, la capacité de répondre à des besoins réels, l'ancrage sur le terrain. Alors, un paquet de critères, mais ce sont des bénévoles, notamment des retraités, qui viennent nous aider à évaluer les groupes communautaires, évaluer leurs demandes, les évaluer sur toute leur couture. Et ça, on a pu le garder parce qu'on peut le faire à distance. Alors, les gens font cette évaluation-là à distance, dans le confort, dans la sécurité de leur foyer, tout en contribuant à cette évaluation super pertinente pour notre communauté. Et de cette façon-là, on oublie tout népotisme, toute subjectivité dans l'analyse de nos groupes, parce que moi, je les connais, les groupes, fait que ce serait facile de dire à lui, je l'aime, je l'aime pas. On passe avec une objectivité totale. Ce sont des gens qui ne connaissent pas les personnes dans les groupes, mais qui viennent faire une analyse objective et qui viennent dire voici là où l'argent va être le mieux investi et va servir le mieux notre communauté. Alors, de ces types de bénévolats en sont demeurés quelques-uns parce qu'on les a adaptés pour respecter la réalité là, de cette foutue pandémie. Génial. Bien, justement, si nous voulons se procurer le livre, là, c'est oui. Ça. Alors, toutes les bonnes librairies le vendent, donc les librairies de quartier, vos librairies préférées. C'est facile de le commander à distance. Il y en a même qui en font la livraison pour ceux qui ne voudraient pas s'y rendre. Ça s'appelle Du plomb dans les ailes. C'est aux éditions Septentrion. Ça vaut 20 $ le livre. Alors, ceux qui ont les moyens, c'est pas si cher que ça. Il y a des livres beaucoup plus chers que ça. Je pense, et Samuel, vous disiez ça au début, on passe un bon moment à lire ça. C'est 160 pages, bien illustré. Ça ne se voulait pas un livre académique, mais ça se voulait un livre pratique, pragmatique sur les réalités ici chez nous. Les commentaires sont vraiment bons. Et si vous en avez le loisir, achetez-en donc 2. Puis donnez-en un à un enfant, donnez-en un à votre fils, votre fille, en disant on parlera de ça autour d'une visioconférence à Noël. Donnez-en un à un collègue, à quelqu'un près de vous dans vos appartements qui n'aurait pas eu moyen de s'en payer un. Mais c'est une façon, je pense, de faire du chemin à ces idées-là, de les mettre au jeu et de faire en sorte qu'on les débatte pour arriver à ce qu'on disait tantôt, que même si le mur devant nous est haut, qu'à monter sur les épaules les uns des autres, on finisse par le surmonter, ce mur-là. Bruno Marchand, vraiment merci infiniment pour ta présence. Je pense que c'était une très bonne émission. Puis j'espère qu'on va susciter l'intérêt des gens à lire le livre, à en discuter, puis à agir aussi. Oui, tout à fait. Vous résumez bien, Samuel. Merci beaucoup à vous deux. Bon mois de décembre à tout le monde qui nous écoute. Une joyeuse période des fêtes malgré le contexte. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye. Salut. C'est toujours l'heure juste quand vous écoutez le podcast disponible au ckiefm.org et sur iTunes. Vous êtes toujours à l'écoute de l'heure juste, l'émission de l'AREC sur les ondes de CKIA FM. Et on a avec nous aujourd'hui Dominique Provost, directeur général de l'AREC, qui va venir nous parler d'un projet, d'un nouveau service qui va être offert aux membres de l'AREC. Alors, Dominique, bonjour, ça va bien? Salut Samuel, oui, ça va bien toi? Oui, merci beaucoup. Je pense qu'on est assez fiers de ce nouveau projet-là.
Oui, tout à fait. C'est un projet pilote qu'on développe en partenariat avec Novum. Novum, je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire. Non, mon latin n'est Non? pas fameux. OK. Mais moi non plus. Avant qu'on se parle, je me suis dit, je vais faire des recherches pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Bonne idée. Je n'ai pas réussi à trouver, mais bref, Novum, c'est un cabinet d'avocats qui est en service collectif, si on veut. Donc, quand une association fait appel au service de Novum, ça donne accès à un ensemble d'avocats, un groupe partout sur le territoire québécois. Donc, c'est l'esprit derrière Novum. Ça coûte assez cher Euh, faire affaire directement avec un avocat. C'est comme un service qui est offert oui, en groupé. exactement. C'est ça qui est c'est l'intérêt principal de faire affaire avec Novum, de développer un partenariat avec eux. C'est qu'ils nous donnent accès à une pléthore d'avocats, donc 80 avocats qui sont partout sur le territoire québécois, mais surtout qui sont dans différentes matières de droit. OK. Donc, pour être capable de couvrir un ensemble de droits qui peuvent être intéressants pour nos membres, là, pour lesquels ils peuvent avoir des questionnements. Donc, c'est un peu, je vais vous parler un peu de l'idée derrière ça, à la base, là, la réflexion qu'on a eue. Il faut comprendre que l'AREC, il y a deux grands volets à la mission de l'association. Il y a la défense des droits des membres. Donc ça, on entend parler souvent à votre émission. Là, on prend position sur différents enjeux qui touchent les aînés, la santé, l'hébergement, le pouvoir d'achat. Bon, on est très, très actifs sur le front de la défense des droits. Mais il y a aussi un deuxième volet qui est celui des services directs à nos membres. Donc, des services notamment d'information avec notre magazine, l'émission de radio, Infolette, mais aussi des services directs d'assurance, assurance maladie complémentaire avec SSQ, assurance auto-habitation avec la personnelle. Et donc, c'est dans cet élément-là que s'inscriront les services offerts par Novum. On avait un comité de travail à l'interne qui avait été créé à l'AREC pour développer ou réfléchir à des services qu'on pourrait développer pour nos membres en fonction de leurs besoins. Il y a aussi des appels qu'on reçoit régulièrement à nos bureaux, des membres qui nous appellent, qui nous disent ou qui nous écrivent, là, moi j'ai tel problème en matière juridique, donc concernant par exemple leur bail en résidence, des problèmes des fois de succession, malheureusement aussi de divorce, des problèmes de toute nature, des problèmes légaux. On est un peu mal pris. Là. Des fois, on peut les référer à d'autres intervenants, mais il y a une limite là, à ce qu'on pouvait offrir comme accompagnement. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on a voulu développer un service juridique. Ouais, parce que dans le fond, la REC fait de la défense de droit collective, dans le fond. C'est ça, puis on ne fait pas de la défense de droit individuel, mais là, avec ce service-là, on vient un peu s'intégrer avec du conseil juridique. Exactement. Ça nous permet, en fin de compte, de toucher aux deux volets là, de défense de droit et de service par le même service. Donc, c'est intéressant. Donc, Novum, j'en parlais au début, là, c'est une organisation qui regroupe à peu près 80 avocats partout sur le territoire québécois et qui offre à des associations. Donc, une association devient membre ou partenaire de Novum et ça donne accès au service de Novum à tous ses membres. Donc, c'est la voie qu'on a choisie pour éviter, par exemple, de référer nos membres à un avocat ou à un avocat directement, quand même assez élevé. Nous, nos membres auront accès directement au service de Novum là, pour les 6 prochains mois parce qu'on fait un projet pilote pour voir jusqu'à quel point le besoin est présent auprès de nos membres. Et donc, durant les 6 prochains mois, tous les membres de l'AREC auront accès de façon illimitée au service de Novum pour de la consultation juridique. C'est ça, il faut le souligner, c'est gratuit et illimité. Tout à fait, exactement. Donc, il n'y a pas de limite là, au nombre de consultations qui peuvent être offertes. Donc, c'est quand même intéressant pour ça. Alors, les gens il y aura deux façons là, de contacter Novum, soit par la ligne téléphonique qui va être mise en ligne là, dans les prochains jours parce que le projet commence dans 3 jours, là, le 10 décembre. Et aussi, en tout cas, au moment où on fait l'entrevue, oui. c'est dans 3 jours. Il y aura, donc, à partir du 10 décembre, le service est offert. On peut faire la
l'appel auprès de Novum. Sinon, il y aura une application qui a été développée par Novum où les gens pourront aller avec leur téléphone intelligent ou leur ordinateur, aller en ligne pour prendre rendez-vous et obtenir une consultation auprès de Novum. Donc, c'est les deux façons, là, soit par contact téléphonique ou par contact Internet. Là, comme on est en pandémie, les gens ne pourront pas avoir un rendez-vous en personne pour le moment, mais normalement, c'est possible là, quand on est en dehors de la pandémie. Donc, il y aurait normalement des consultations présentielles, mais là, ce n'est pas possible. Donc, les consultations se font soit par téléphone ou soit en ligne. Là. Donc, c'est selon le moyen qui est privilégié par les personnes. Là. On comprend que dans les membres de l'AREC, certaines personnes sont plus familières avec les outils technologiques, d'autres vont préférer plus utiliser le bon vieux téléphone. Donc, ce sont les deux possibilités qui s'offriront à eux. Justement, dans les consultations, ça couvre des questions juridiques d'ordre personnel. Fait que là, on a le droit familial, droit civil. Exactement. Droit civil, tu Droit t'en avais civil, parlé un peu tantôt. Ouais. Oui, c'est ça. Par exemple, un bail en résidence, là, on a entendu dernièrement, notamment à Enquête, là, on sait qu'il y a des résidences qui ont tendance à facturer, même à surfacturer des services auprès des résidents. Donc, des fois, c'est déjà prévu dans le bail, mais des fois, c'est des ajouts qui sont faits. Et il y a des gens qui se questionnent à savoir si c'est légal, si la résidence a le droit d'ajouter des frais. Donc, c'est des questions qui pourront être soumises là, aux gens de Novum. Toutes les questions de garantie légale aussi en lien avec des achats, des contrats de vente auto, habitation, des contrats bancaires, toutes les questions liées à la faillite des gens. Malheureusement, là, c'est sûr qu'il y a c'est parfois des problèmes qui nous amènent des grands soucis de vie, là, des faillites, des divorces, des décès. C'est souvent dans ces cas-là là, où on est très affecté émotivement, qu'on a besoin de soutien juridique. Là, puis Novum sera là pour répondre aux questions des gens. Donc, quand on parle de consultation juridique, il faut voir qu'est-ce que ça implique, là, parce que déjà, dans certains cas, des membres peuvent avoir accès à des services d'information juridique là, par d'autres outils, là, des fois par leur carte de crédit, par d'autres types d'assurances, mais dans le fond, Novum va plus loin encore. Ils analysent la situation des gens en fonction des documents qui sont soumis, font aussi de la recherche de jurisprudence et vont pouvoir formuler des avis juridiques verbaux. Donc, en fonction précisément de la situation. Donc, au lieu de dire, par exemple, dans un cas général, si vous arrive telle chose, vous pourriez faire telle chose, là, on va vraiment regarder le cas précis, une analyse des documents, faire des recherches de jurisprudence et aussi ensuite formuler des avis juridiques. J'ai un cas qui nous a été soumis récemment, une dame qui, avec son conjoint, membre de l'AREC, qui comptait aller passer une partie de l'hiver en Floride, avait signé un contrat pour une location pour un hébergement en Floride. Et en raison de la COVID, n'était plus en mesure de se rendre en Floride, la dame. Elle avait déjà versé un premier dépôt, devait verser un deuxième dépôt et un troisième versement. Et donc, c'était convenu dans son contrat qu'à telle date, elle devait verser un deuxième dépôt. Et elle a averti comme quoi qu'elle ne pourrait pas se rendre en Floride pour passer l'hiver. Et donc, la personne sur place a voulu lui charger quand même le deuxième dépôt. Alors, la dame, un peu désemparée, a communiqué avec nous. Et on les a mis en contact avec Novum pour analyser le contrat en question et aussi conseiller la dame sur la marche à faire pour éviter d'avoir à payer le deuxième dépôt. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les gens, par crainte de représailles juridiques ou financières, vont avoir tendance à ne pas faire valoir leurs droits et ne pas tenir leur bout. Donc, c'est un peu ce qu'on veut pouvoir faire avec Novum, être capable d'accompagner les gens et les conseiller sur des démarches à faire. Il n'y a pas le volet représentation qui est dans le cadre de l'entente. Donc, c'est la consultation. Pour ce qui est des représentations, bien, les gens, à ce moment-là, sur la base des informations qui vont leur être transmises, puis de l'avis,
juridique verbal qui va leur être fait, pourront décider s'ils prennent les services d'un avocat ou d'une avocate. Des fois, ils en ont déjà sous la main. Parfois, ça représente eux-mêmes. Moi, ça m'est déjà arrivé de me représenter moi-même dans un cas. Je ne parle pas devant un tribunal, là, mais des fois, souvent, les problèmes juridiques, là, les conflits juridiques se règlent avant d'aller devant les tribunaux par des mises en demeure ou par des réponses à des mises en demeure. Et ça ne prend pas toujours un avocat pour faire ça. Mais donc, c'est aux gens, ensuite, ce sera aux gens de décider s'ils ont besoin ou non des services d'avocats. Et à ce moment-là, s'ils n'en ont pas, on a une banque là, d'avocats qui pourront leur être suggérés avec un rabais. Mais l'objectif, là, c'est vraiment, dans un premier temps, d'offrir de la consultation juridique parce que souvent, les problèmes se règlent une fois qu'on a bien l'information et qu'on est capable de faire valoir nos droits. Il arrive régulièrement que les problèmes se règlent parce qu'on a fait valoir nos droits sans nécessairement passer par les tribunaux. Et ça, c'est un projet pilote. Ça se déroule de quand à quand à peu près? Oui, ça commence 10 décembre et ça se poursuit jusqu'en juin, jusqu'à la fin juin. Donc, 6 mois et quelques. Là. Et c'est à ce moment-là, vers la fin du contrat du projet pilote, c'est à ce moment-là qu'on pourra faire une réévaluation, regarder, faire un bilan de tout ça. Combien de membres ont utilisé les services, de quel type de services ils ont eu besoin. Et à ce moment-là, on verra si, dépendamment de la situation, du bilan puis de la situation financière de l'association, si par exemple on décide non de poursuivre le projet pilote, là, je pense que c'est sage de vérifier d'abord à quel point on répond à un besoin. On sait qu'il y a un besoin, mais la question c'est de savoir jusqu'à quel point il y a un besoin. Donc, on va pouvoir évaluer au printemps, à la fin du printemps, et décider à ce moment-là. Nos instances vont pouvoir décider si on renouvelle l'entente pour les prochaines années, ou pour la prochaine année, ou pour les prochaines années. Donc, ce sera la responsabilité de nos élus, là, du conseil exécutif et du conseil d'administration, de regarder là, le bilan et de voir si on poursuit l'expérience. Excellent. Donc là, il y aura un lancement cette semaine. Donc, on invite nos auditeurs à garder l'œil ouvert. On va mettre en ligne aussi le numéro de téléphone auquel nos membres vont pouvoir appeler, ainsi que les liens pour télécharger l'application. Il va y avoir une page sur notre site Internet qui va être dédiée à ce service-là de Novum et un communiqué qui va être lancé là, en partenariat avec Novum. Donc, merci beaucoup, Dominique, pour ces infos-là. Je pense que ça va être un service qui risque d'être très utilisé, très pratique, surtout qu'on rappelle, c'est gratuit et illimité. Là. Oui, tout à fait. On le souhaite. Là, on veut vraiment qu'un maximum de nos membres puissent utiliser le service, ne serait-ce que pour faire des vérifications, d'aller chercher de l'information. Là. Ils ne sont pas obligés toujours de se rendre jusqu'au bout. L'important, c'est qu'ils aient en main l'information et qu'ils aient les conseils appropriés. Donc, on souhaite qu'il y ait un maximum de nos membres qui utilisent ce service-là. Merci beaucoup. Bonne journée puis joyeuse fête. Merci. Merci à toi aussi. Merci. Bye. Commentez, échangez avec nous via la page Facebook de l'heure juste. J'espère que vous avez apprécié ces deux entrevues. En tout cas, nous, on a beaucoup apprécié l'expérience. Donc, ça nous a alimenté beaucoup premièrement sur les inégalités sociales au Québec, qui aurait pu être un bon sujet de discussion autour de la table à Noël, justement, mais vous en discuterez virtuellement avec votre famille et vos amis. Puis sinon, je vous invite à utiliser ce service-là dont on a parlé avec Dominique Provost. Si vous avez besoin pour du conseil et consultation juridique, là, je pense que ça va être très apprécié auprès de nos membres. Donc, merci Louise. Merci Samuel, puis on se dit à la prochaine. À la prochaine, on se revoit le 22. Bye. L'heure juste, avec Samuel Labrec et Louise Petitgros.